Donc, je veux vous parler de Philippe de Joncker et j'imagine que beaucoup d'entre vous, je connais déjà quelques spécialistes de son œuvre, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez cet auteur contemporain et créateur aussi du site désordre.net. Avant donc d'entrer dans le désordre, et plus particulièrement dans le garage, l'arrière-boutique du site, pour examiner certaines de ses iconothèques, je voudrais nous situer d'abord brièvement dans son œuvre romanesque. Car depuis 2017, Philippe de Joncker a publié 3 romans aux éditions Inculte, le protagoniste desquels porte aussi le même nom que l'auteur. Il est informaticien comme l'auteur et photographe, père de 3 enfants et créateur d'un site web qui n'est pas autre que ledésordre.net. Comment donc interpréter ce dessein de la part de l'auteur de vouloir poser à la fois comme auteur et comme protagoniste de ses livres? Et comment ces iconothèques disponibles sur son site depuis le début des années 2000 peuvent compliquer ou corroborer certaines de nos hypothèses? Une première hypothèse serait de lire ces romans comme des autofictions. Mais l'opération dans le sens inverse est aussi possible. On pourrait rétrospectivement lire son site comme une fiction, ou pour le dire avec Magali Nachtegael, comme une mythologie individuelle, c'est-à-dire un hybride de récits et de photographies où l'individu met en scène son identité. À son tour, dans son ouvrage récent, Écriture du déchaînement, Corentin Laouste parle d'une œuvre trickster qui abolit la distinction entre art et vie. Cette porosité entre art et vie se trouve au cœur de la démarche créative de Philippe de Joncker et je voudrais pour ma part la retenir un peu comme Baudelaire le fait dans son poème Les Fenêtres. Le poète, fasciné par les figures qui se dessinent derrière les fenêtres fermées et mal éclairées, ces trous noirs ou lumineux, où vit la vie, rêve la vie, souffre la vie, refait leurs histoires, ou plutôt leurs légendes, et il se la raconte en lui-même en pleurant. Sauf que dans le cas de Philippe de Joncker, l'expérience de fenêtres, nous la faisons en ligne à travers les fenêtres qui s'ouvrent et qui se multiplient à souhait sur nos écrans. Enfin, la quantité excessive de fenêtres que nous offrent les flâneries sur le site Désordre semble renverser un autre rapport que Roland Barthes avait mis en exergue dans son livre le plus autobiographique, Roland Barthes par Roland Barthes. Donc, on ouvre le livre et on tombe sur une note manuscrite qui met en garde le lecteur que tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. La démarche photographique de Philippe de Joncker semble supprimer cette pudeur de Barthes, mais si Philippe de Joncker pose parfois en tant que tel, celui-ci n'est pas moins un personnage en brouillon, une construction fragile qui se fait et se refait dans ses livres pour répondre à chaque fois à des désirs, à des aspirations ou à des exigences différentes. Dans une interview récente à la librairie 1000 pages à propos de son dernier roman, Le rapport sexuel n'existe plus, Philippe de Joncker déclare que le roman en question est sa modeste contribution à la chute du patriarcat. Or, il faut bien constater, avec l'auteur américaine Bell Hooks, que les hommes ne pensent pas souvent en ces termes. Et pourtant, ce sont eux qui en sont les premières victimes. Car c'est dans cette maladie du patriarcat qui infecte corps et esprit masculin et les mutile d'une grande part de leur capacité émotionnelle. La normalisation de cette atrophie émotionnelle laisse les hommes traverser leur vie en tant qu'êtres incomplets. Enfin, cette maladie fondée sur la loi du plus fort
la terreur psychologique et la violence, sert de base sur laquelle se reposent d'autres systèmes d'oppression, comme l'impérialisme, le capitalisme et la suprématie blanche, comme le rappelle toujours Bell Hooks. Dans son dernier livre, donc, Philippe de Jonquière vise à exposer les faiblesses, les angles morts et l'imaginaire de l'homme quinquagénaire contemporain, comme il dit, et j'ajoute non racisé, emballé dans son propre déclin. D'ailleurs, Philippe de Jonquière, dans ce projet, n'y prête pas seulement son nom au personnage, mais son corps aussi, comme le témoigne cette photo d'un mocap de couverture du livre. Cette image mérite une analyse bien sûr approfondie pour bien examiner ses références picturales, ainsi que le geste du détournement de cette fameuse photo de Man Ray, le violon d'Ingres, le détournement donc pas seulement de la photo, mais aussi du corps féminin vu de dos à un corps masculin vu de face. Mais dans le cadre de ce qui nous préoccupe ici, disons que l'homme quinquagénaire contemporain, non racisé, devient le jouet, le passe-temps, le violon d'Ingres, en fait, de ses propres rêveries et désirs. Mais de quel déclin parle-t-on au juste? Si on élargit un peu le cadre, derrière l'expression l'homme quinquagénaire contemporain, on pourrait voir l'homme structural, hein, l'homme né précisément avec le structuralisme dans les années 60. Dans cette figure de l'homme structural, Christine Ross y voit le complice intellectuel du technocrate. Hein, deux figures donc masculines issues de l'impératif de la modernisation des années 50 et 60, et en plus deux figures masculines qui ont échoué à l'époque de prendre en considération une troisième figure humaine, celle de l'homme décolonisé, essentiellement incarnée par la figure de l'immigré. Cette rencontre avec l'homme issu de l'immigration, Philippe de Jonquière la met en scène dans son deuxième roman, qui s'appelle Raffut. Donc, face à un geste de protection qui tourne à l'agression par un jeune ivoirien contre le fils autiste du narrateur, celui-ci décide de ne pas s'engager dans une voie de vengeance, mais à celle de la compréhension, de la compassion, de la réconciliation, autant dire de justice. Enfin, dans son premier roman, Une fuite en Égypte, Philippe de Jonquière met en scène un homme qui perd sa femme dans un accident de voiture et il se trouve à mi-chemin entre le délire et la dépression. Le narrateur essaye de reprendre pied dans la réalité par le biais d'une écriture qui est marquée par la figure du style de l'épanorthose, hein, comme l'a révélé Sébastien Rongier. L'épanorthose donne libre cours à la reprise et à la correction, me retient aussi tout au long du récit la tension de l'incertitude. Autant la phrase, à l'image du narrateur, tente de se redresser, de se reconstruire, autant elle retombe dans un état de brouillon jusqu'au point final du livre. Alors, pour entrer maintenant dans le désordre, je vous propose l'entrée par le garage, car il y a toujours un moment dans les romans de Philippe de Jonquière où l'auteur tourne notre attention au garage. Du point de vue formel, cette iconothèque est constituée de 48 photos carrées, argentiques, prises avec un appareil photo de format moyen. Toutes les photos sont interactives. Elles sont minutieusement cartographiées et elles contiennent plusieurs régions cliquables. Le projet contient même 88 liens vers une autre iconothèque du site Désordre qui s'appelle la très petite bibliothèque, qui chronologiquement précède la mise en ligne du garage. Ces deux projets fonctionnent comme deux pôles antinomiques de l'imaginaire domestique entre lesquels se déroule
l'activité du désordre. Pour le dire avec des termes photographiques, donc, on pourrait dire que le garage constitue l'espace négatif de la bibliothèque. Si l'une renvoie à l'idée du rangement, du patrimoine, et permet un cyberfeuilletage des livres de la collection de l'auteur, son intertexte intime, le garage donne accès à l'espace privé de la création et donne à lire les brouillons propres à l'auteur. J'exagérerais à peine si je disais que le livre, en tant qu'objet, en tant qu'aspiration, en tant que travail en cours, se trouve presque dans toutes les pages du désordre. Enfin, le garage tel qu'il est présenté ici sur cette image semble être le centre d'opération du site. C'est l'espace où l'auteur s'affaire avec un dispositif numérique afin d'inventer ses propres formes esthétiques dans un contexte néomédiatique. Écoutons d'ailleurs comment Philippe de Jonquière lui-même décrit ce moment charnière de l'acquisition de son premier ordinateur et de l'impact qu'il a eu dans sa vie. Je cite, en 1999, donc ça c'est une citation qui se trouve dans son journal publié en 2008 chez Publinet. En 1999, j'achète un ordinateur, j'apprends à m'en servir en apprenant à écrire, de même que j'apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. Avant d'aller plus loin dans mon analyse, je voudrais faire une première remarque par rapport au garage, pris comme sur cette photo dans son ensemble, et sa ressemblance avec Combine de Robert Rauschenberg. Je pense plus particulièrement à cette œuvre qui s'appelle Wager, qui fait partie, donc, elle est là, qui fait partie d'un ensemble d'œuvres sous le titre Combine de Robert Rauschenberg. Et si on met côte à côte le garage et Wager, on constate qu'il y a un certain nombre de similarités. Ce sont toutes, par exemple, ce sont toutes les deux des œuvres d'assemblage. Elles partagent presque la même palette de couleurs et elles sont des œuvres brouillonnes, mais elles donnent l'envie d'exploration à cause de l'excès de tous les micro-détails dont elles sont composées. Il faut donc se rapprocher pour mieux les apprécier. Et si on se rapproche donc du tableau de Robert Rauschenberg, on découvre qu'il contient des objets concrets liés entre eux ou avec d'autres parties du tableau et qui nous invite le spectateur à les parcourir et à essayer de les interpréter. Les historiens de l'art qui ont étudié la série des tableaux de Combine, dont Wager fait partie, s'accordent pour dire que Robert Rauschenberg n'hésitait pas à l'époque d'inclure, quoique codés, des éléments autobiographiques sur ces tableaux. Par exemple, si on se rapproche de ces tableaux, surtout cette partie droite qui semble être vide quand on est loin, on découvre en fait une silhouette masculine esquissée au crayon qui, selon le spécialiste, est celle du peintre lui-même. Alors, si le peintre approche ces tableaux comme des portraits intimes de son identité personnelle et artistique, le photographe, Philippe de Jonquière, fait de même. On peut lire donc le garage comme une pièce d'autobiographie oblique. Je reviens ici au garage. Comme une pièce d'autobiographie oblique et comme un glissement de plus en plus croissant de la présence de l'artiste dans son œuvre.
Une autre référence de cet ordre serait celle de Georges Perec, qui est une figure fondatrice du désordre. Dans son article, note concernant les objets qui se trouvent, note concernant les objets qui sont sur ma table de travail, Georges Perec élargit un petit peu le champ et dépasse sa feuille d'écriture pour découvrir autour d'elle une myriade d'objets d'ordre sentimental ou nostalgique. Philippe de Joncker continue donc cette extension, cette expansion au-delà de la table à la pièce entière. Et dans cette pièce, remplie à l'excès, on aperçoit aussi le photographe lui-même à l'œuvre. Et on revient ici et vous voyez un petit reflet de Philippe de Joncker en train de justement prendre en photo son garage. Alors, une deuxième remarque que je voudrais faire à propos du garage, c'est l'excès. Dans le garage, le concept de l'excès est rendu non seulement visible, comme on vient de constater avec l'image précédente, mais il est mis en œuvre par un système de liens qui permettent à l'internaute d'interagir avec ces photos. Pour prendre la mesure de cet excès, j'ai compté 1209 liens dans un ensemble de 48 photos. Ces liens mènent l'internaute vers tous les recoins du garage, le fond de boîte, autoportrait de l'auteur, photos nostalgiques de ces années passées à Chicago, mais aussi bien sûr des fichiers audio et vidéo que je n'ai pas pu vous montrer ici. Parfois même, il mène vers des objets très bizarres. Alors, comme par exemple ce bocal ici qui se trouve sur cette étagère. Alors, en cliquant sur cette photo, donc dans le site du désordre, en cliquant sur cette photo, une nouvelle fenêtre apparaît et on voit que le bocal, un vieux pot de confiture Bonne Maman, que vous voyez ici, contient une reproduction de la statuette de Mannequin Peace. Sauf que dans cette version, la fameuse statuette bruxelloise se noie dans l'excès de ses propres sécrétions corporelles. Le titre de cette œuvre, Peace Factory, semble être inspiré de la chanson homonyme de Patti Smith, mais le contenu semble faire aussi allusion à une œuvre controversée d'Andrés Serrano, Peace Christ. Quoi qu'il en soit, ce bocal est une image de l'excès et en même temps un pied de nez de l'excès, de cet excès. Alors, une autre catégorie qui entre dans cette idée de l'excès, une autre catégorie d'images qu'on trouve aussi à profusion dans le désordre est celle des brouillons. Alors, je vous ai mis ici juste 3, mais encore une fois, si vous vous baladez dans le site du désordre, vous en trouverez beaucoup plus. Donc, les brouillons. Pour Philippe de Joncker, dans un texte du début des années 2000, Philippe de Joncker revendique un attachement presque sensuel aux brouillons. Et je le cite, « Dans ces corrections de brouillons, je n'aime rien tant que de constater comment, à force de bifures, de ratures et de rajouts entre les lignes et dans les marges, et aussi l'amalgame entre ce qui est déjà tapé et ce qui est encore manuscrit, ce mélange des formes produit souvent les feuillets qui, à défaut d'être très bons pour ce qu'ils contiennent d'écrit, sont souvent visuellement satisfaits, tel de l'eau de consolation. » Alors, le brouillon, pour le philosophe Adorno,
appartenait en fait à l'auteur. Hein. C'était son espace à lui, son chez lui. Hein, et c'était un espace où l'auteur pouvait se mettre à l'aise. Roland Barthes parlait aussi du brouillon en tant que cuisine de l'écriture. Et je dirais que dans le cas de Philippe de Joncker, c'est dans un état d'ébullition qu'on reçoit son travail et qui nous invite à avoir un aperçu de toutes les étapes de sa démarche artistique. Son intuition de partager ses brouillons et d'ouvrir les portes de son garage à ses lecteurs permet à la création d'une relation beaucoup plus intime avec l'œuvre et une immersion comme celle que propose récemment Emory University Library, qui a fait l'acquisition de 4 ordinateurs de Salman Rushdie et l'un d'entre eux se trouve donc accessible, il est accessible au public et donc les curieux peuvent fouiller dans le disque dur, découvrir son système d'organisation de fichiers, ouvrir même ses brouillons et les livres sur lesquels il travaillait à la date de cet ordinateur en particulier. Donc là, ce n'est pas très différent de ce que Philippe de Joncker nous propose, et je cherche là la photo. Voilà, donc ce que Philippe de Joncker nous propose dans son garage. Donc, on ne fouille pas seulement les fonds de ses tiroirs et les armoires et les boîtes, mais aussi ses propres disques durs à partir de ses écrans d'ordinateur. Enfin, le dernier point que je voudrais faire aujourd'hui concerne 2 photographies qui constituent à elles seules une série et qui sont prises à 25 ans d'intervalle l'une de l'autre et qui attirent l'attention vers le corps plutôt que le corpus. Alors, je cherche donc ces photos qui sont là. Le corps, qui est cet autre brouillon donc incorrigible de soi, est, on dirait même, le plus littéral. À 50 ans, pour la couverture d'un autre projet mis en ligne qui s'appelle Le Jour des Innocents, Philippe de Joncker reproduit un autoportrait qu'il avait déjà fait à l'âge de 25 ans. Donc ici, vous avez les deux. Noir et blanc à votre droite, c'est l'image qu'il avait prise à 25 ans. Et donc de l'autre côté, c'est l'image où il a 50 ans. Donc il reproduit son autoportrait de la même façon. Et dans les 2 images, l'auteur pose nu devant un miroir où il a pris le soin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il a pris le soin d'écrire la date, le lieu et son âge, comme on fait en fait sur une pierre tombale. Ce qu'on remarque tout de suite dans la composition, donc, c'est que le photographe ne vise pas directement son corps nu, mais son reflet dans le miroir, hein, le symbole par excellence de l'introspection. La posture est droite, presque neutre, et cette posture, ainsi que les pieds qui manquent, ici, les extrémités, donc ce bras et les pieds, et ici les pieds aussi, qui manquent, me rappellent aussi des statuettes, des statues fragmentées antiques. Hein, et je pense surtout au Kouri, ces statues de la Grèce ancienne où était mis comme sorte de célébration, de commémoration des jeunes et décorait parfois aussi les tombes des jeunes héros. Alors, hormis donc le contraste noir et blanc et couleur,
des deux photos, on remarque aussi quelques autres différences. Alors que sur la première photo, celle de droite, le jeune homme svelte baigne dans une lumière naturelle et dans une pièce dépouillée. Sur la deuxième photo, l'homme de 50 ans est entouré de livres et de certaines de ses œuvres. On reconnaît quelques-uns pour les avoir vus d'ailleurs dans d'autres pages du désordre. Et par exemple, ici, il y a un grand tableau de radiogramme. Et bien sûr, c'est tout petit, j'imagine, pour vous, mais ici, sur ce coin de la photo en haut à gauche, on trouve l'étude, un livre donc publié de Philippe de Jonckert, son étude sur le photographe Robert Frank, qui a été publié chez Publinet. Donc, le corps du photographe, on pourrait dire qu'il se mue dans un corpus de l'écrivain. Et par un heureux hasard, si je reviens ici par exemple, par un heureux hasard ou par un geste intentionnel, qui sait, le seul titre visible du projet la très petite bibliothèque qu'on voit ici à votre gauche. Donc, le seul titre visible de ce projet est un titre qui s'appelle « Le corps ». Et aussi aujourd'hui, donc ça c'est une autre image qu'on trouve dans le désordre. Aujourd'hui, cette image en noir et blanc que le photographe avait prise de lui-même, cet autoportrait qu'il avait fait à 25 ans à Chicago, décore aussi le coin, j'imagine, bibliothèque de chez lui. Alors, pour conclure, deux petits mots pour la conclusion. Comme nous l'avons déjà vu à travers une analyse des iconothèques de Philippe de Jonckert, et notamment celle du garage, notamment le garage en fait sert comme une pièce névralgique pour l'œuvre de l'artiste. Il est à la fois le lieu du bricolage, de l'expérimentation et des aspirations photographiques et littéraires, et le lieu aussi du brassage et de mobilisation d'un corpus esthétique qui nourrit l'imaginaire de l'artiste. Désordre puise sa propre force dans sa filiation avec l'œuvre des artistes qui ont bouleversé à leur temps la grammaire de leur discipline artistique et qui n'ont même pas hésité d'inclure dans leur art des éléments barbares. Je pense par exemple à Robert Rauschenberg qu'on a vu, mais aussi à Robert Frank, Georges Perec ou même aux cacographies et au gribouillage du peintre Cy Twombly. Cette démarche artistique résonne aussi avec l'expérience vécue, toujours en état de brouillon. C'est dans cet excès donc, de brouillon, de forme et de posture que naît la possibilité du changement d'un certain nombre de systèmes de valeurs qu'il faut aujourd'hui corriger. Je vous remercie.